Bonjour à tous, bonjour à vous, mesdames, messieurs. Merci de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision avec 10-12 le Zénith qui commence à l'instant. Et nous saluons tous les Camerounais de l'intérieur comme de l'extérieur, tout en ayant les yeux rivés depuis ce matin, d'ailleurs c'est le cas depuis samedi dernier, vers Kumba avec ses enfants qui ont été froidement tués, entre autres par des hommes armés non identifiés pour le moment, en attendant bien évidemment qu'une enquête soit ouverte autour de cette question. Vous êtes les bienvenus, mesdames, messieurs. L'émission de ce matin sera totalement axée vers Kumba, les regards en même temps, mais surtout la crise qui sévit dans les régions anglophones aujourd'hui. Appréciation faite effectivement, conflit armé, quelle solution peut-on préconiser? Solution militaire ou politique? Finalement, à quand la fin de la crise anglophone aujourd'hui au Cameroun? Merci à vous, merci à tous de nous rester présents et surtout fidèles. Bonbon Bengan Kanji, bonjour à vous. On peut bien comprendre justement, madame, monsieur, l'émoi et surtout la tristesse qui envahit les cœurs aujourd'hui au Cameroun, les familles qui sont endeuillées, mais surtout comprendre justement le choc qui est perceptible avec le décès de ces enfants. Ils étaient une dizaine au total et aujourd'hui, selon les chiffres officiels que nous avons en notre disposition, ils sont 8 qui seraient déjà décédés justement à la suite de cette attaque perpétrée samedi dernier à Kumba. Chalamem Bachou, bonjour. On va poursuivre avec vous, effectivement, le programme 10-12 au Zénith de ce matin. Nous saluons Karine Santia. Bonjour à vous, Karine, et bienvenue. Merci également, Dominique Audrey-Oyengelek. On sait que c'est assez fort parce que on se retient autant qu'on peut pour ne pas verser des larmes sur ce plateau. Bonjour à vous, Dominique, et bienvenue ce matin. Le jour ne saurait être bon, Michel Ngachou, parce que aujourd'hui, comme tous les Camerounais dans l'ensemble, ou bien pour la plupart, j'avoue ma culpabilité. Michel, Ouais. je suis coupable aujourd'hui. J'ai le sang de ces enfants entre les mains, sur les mains. Comme j'ai le sang de Martha, le bébé de Mouyouka, le sang de ces enfants de Garbou, le sang de Florence Ayafor, le sang de toutes ces forces de l'ordre qui sont tombées tout au long de cette guerre. Et aujourd'hui, le sang de ces enfants qui ont appelé à l'aide. Nous les avons entendus crier et personne n'a voulu quitter son confort de Douala ou de Yaoundé ou de Bafoussam pour leur tendre la main ou bien pour faire office de barrière pour que personne ne prenne ces balles-là. Mais la question qu'on devrait se poser ce matin, c'est de quel côté de l'histoire est-ce qu'on doit se positionner? Doit-on rester spectateur de ce spectacle morbide? Doit-on rester complice de cette boucherie humaine sans lever le petit doigt, ou alors on passe devant les projecteurs et on met fin à cette guerre? Moi, je dis non. Je dis que ça doit cesser, et Merci. de quelque façon que ce soit. Elle doit cesser, madame, messieurs, au moment où des autorités, d'ailleurs, font des sorties. On le sait, le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a fait une sortie à propos, dénonçant justement cette tuerie et cette barbarie. Mais surtout, à travers cette communication, on a pu filtrer une expression qui fait tache d'huile aujourd'hui. Finalement, cette école était-elle clandestine ou pas? Des informations relayées, des informations en notre possession font état de ce que la sortie du ministre était disproportionnée à dire effectivement que cette école était une école clandestine. En tout cas, on en reparlera pendant l'émission avec vous et on verra ce à quoi cela retourne ce matin. On va également le dire que le roi, justement Sokonju, le roi des Bamenju, maudit les auteurs de ce carnage. Il est sorti et a fait entendre sa voix il y a quelques heures seulement. Allons bien sûr le lire, mais surtout on en reparlera dans cette édition de 10-12 le Zénith, complètement dédiée à Kumba, mais surtout dédiée aux Camerounais qui sont en larmes, qui sont en pleurs, qui sont aussi en noir. Et beaucoup ont choisi ce matin, à travers
un certain nombre de canaux d'information nous fait savoir qu'ils ont choisi de rester à leur domicile, ne pas sortir en signe de deuil. Bienvenue à tous, bienvenue à vous. Vous connaissez les plateformes connues, 10 le Zénith, Equinox TV, pour ceux qui nous regardent en direct sur Equinox, sur les réseaux sociaux. Merci, madame, messieurs, merci à vous de nous y laisser vos commentaires. L'histoire de ce matin, Dominique Audrey, on va rapidement aller avec vous pour savoir exactement qu'est-ce que vous nous aviez rapporté ce matin. Oui, ce matin, je vous rapporte l'histoire d'une maman qui est inquiète pour son fils. Elle a peur que son fils ne subisse ce qu'on appelle au Cameroun un retour. Il y a 3 semaines, nous sommes dans la ville de Yaoundé, il y a 3 semaines, son fils, ou du moins son domicile, a été le théâtre d'un cambriolage. On lui a emporté une bouteille de gaz alors qu'on était encore en pleine journée. Et malheureusement ou bien heureusement, le voleur de cette bouteille de gaz-là a été rattrapé alors qu'il tentait de s'enfuir. Les populations du quartier sont sorties, on l'a chicoté un peu, on lui a tapé dessus et on s'est rendu compte que c'était un enfant du quartier, un enfant que la plupart des riverains connaissaient. Et justement pour ça, il a eu la vie sauve et on a estimé qu'on ne pouvait pas le tuer parce que c'était un enfant qu'on a vu grandir. On ramène donc cet enfant chez ses parents dans le quartier d'à côté et lorsqu'on le ramène là-bas, la communauté de cet enfant a vu d'un mauvais œil qu'on ait tapé sur lui malgré qu'il avait volé. Et on le laisse là-bas, on revient. Quelques jours plus tard, la famille dans laquelle il allait voler, l'enfant notamment de la maison dans laquelle il allait voler, puisqu'ils traînaient ensemble, vient dire à ses parents que maman, voilà, comme tel est venu voler la dernière fois, les gens de son quartier ont dit que je vais gérer le retour et ils vont venir le venger. La maman s'est rapprochée des autorités directes, entendez le chef de bloc, le chef de quartier. Et ceux-là lui ont dit qu'ils n'ont pas la possibilité de faire quoi que ce soit pour pouvoir protéger son fils. Alors cette maman aimerait savoir comment est-ce qu'on peut gérer une telle situation. Un enfant commet un vol, on essaye de le corriger, mais on a des gens qui se lèvent et qui estiment qu'on ne doit pas corriger cet enfant. Comment sauver son fils de cette situation? Et vous dites bien que cette maman craint pour la vie de son fils à elle, bien entendu, parce qu'elle craint également qu'il y ait ce qu'on appelle vulgairement au Cameroun un retour. Un retour justement. Et cette histoire ce matin, madame, monsieur, pose un réel problème de justice au Cameroun, effectivement, mais surtout un problème d'éducation communautaire, pourquoi pas de faiblesse liée aux autorités, entre autres administratives ou auxiliaires d'administration qui devaient les accompagner, mais surtout cette guerre qui se livre dans les quartiers aujourd'hui et à travers certaines personnes bien connues. Qu'est-ce qui peut bien justifier qu'il y ait cette dérive sociale et sociétale même d'ailleurs? On en reparle dans cette émission ce matin avec vous. On va comprendre votre point de vue. D'abord, Karine Santia, sur cette question, peut-être interpeller les chefs de quartier aujourd'hui qui devraient peut-être au mieux veiller à la sécurité dans les zones, dans ces quartiers. Vous l'appréciez comment, cette histoire de ce matin? J'apprécie cette histoire en me plaçant sous le postulat de l'échec de la justice populaire. Ça, c'est une preuve de l'échec de la justice populaire que nous décrions tout le temps. Parce qu'il n'est pas question que les uns et les autres s'abattent sur un individu parce qu'il est voleur. C'est pourquoi il y a les forces de l'ordre. Lorsque vous arrêtez un présumé voleur, vous le remettez aux forces de l'ordre et c'est à partir de là qu'il pourra être jugé. Sauf que la plupart du temps que les populations ont eu à faire cela, ils se sont retrouvés au quartier encore avec ce même voleur qui leur dit « tu as vu, tu vas voir ». Par exemple. Et c'est la raison pour laquelle les gens se disent que c'est normal, c'est tout à fait naturel pour eux de lyncher les jeunes qui sont arrêtés en plein vol ou en plein cambriolage. Maintenant, dans un autre sens aussi, il y a que si le fils de la maman marchait ou marche avec ce présumé voleur, alors son fils est sensiblement un voleur. Je vais expliquer ça en disant que dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Voilà. Parce qu'on ne peut pas totalement nier l'évidence du fait que c'est certainement le fils de cette femme qui a dit à son ami quand est-ce qu'il faut venir porter la bouteille à gaz. Bon. Je suis dans les hypothèses. Très bien, d'accord. Si c'est son ami, s'ils marchent ensemble, alors il est probable qu'il soit aussi dans la bande.
Du coup, il aurait pu donner à ses amis les indices pour venir faire ce vol-là. Sauf qu'aujourd'hui, il nous dit qu'il y a possibilité de faire un retour sur lui. Justement parce que certainement, ils se disent qu'il a trahi. C'est la maman qui craint justement après les menaces de son fils est venu lui dire qu'il y a des menaces. Oui. Elle craint qu'il y ait un retour sur son fils maintenant. Justement, des représailles, justement parce que à cause du fait que c'est chez lui qu'on a volé, le bandit a été attrapé. Généralement, quand il part te voler ailleurs, on n'attrape pas. Donc cette fois-ci, on a rattrapé le bandit. Et la chance même, c'est qu'on l'a remis à la famille. Il y en a qui parfois, tellement on vous frappe, on vous brûle avec des roues et vous décédez carrément. Mais lui, il est encore en vie et il veut faire les retours. C'est ce qui se passe généralement dans nos quartiers. C'est-à-dire qu'un bandit arrive quelque part, seulement le fait qu'il n'ait pas réussi à commettre son forfait et qu'il a été attrapé par des jeunes du quartier, il décide avec son gang de l'autre côté de venir faire des retours. On observe ça et ça fait un peu comme une sorte de guérilla dans les quartiers. Lorsque la maman va voir justement le chef de quartier ou le chef de bloc, elle tente d'avoir une solution et que ceci soit affaibli, finalement, qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que les auxiliaires d'administration de ce quartier devaient avoir une éventuelle police de quartier pour pouvoir veiller à ça? C'est ce qui a toujours existé en principe. Il y avait toujours des grands au quartier qui, lorsqu'il y avait des choses pareilles, c'est eux qui géraient. C'est-à-dire que le chef les faisait appel, il parlait avec eux et il trouvait un moyen de faire front contre l'ennemi qui arrive. Des comités de surveillance. Il y a eu récemment dans le quartier dans lequel je vivais un retour des jeunes qui venaient de New Bell, justement parce qu'il y avait eu un cas, une bagarre et puis il y a eu un retour dans le quartier où je vivais. Et justement, lorsqu'ils sont arrivés, c'était plus juste la personne qui était allée à bagarrer là-bas. C'était tous les jeunes du quartier qui avaient fait bloc contre eux. Donc je me dis que dans ce sens-là, il faudra que les jeunes soient mobilisés. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est les forces de l'ordre parce que c'est seulement eux qui ont le droit d'utiliser la violence s'il y a la nécessité. Notamment, les forces de l'ordre doivent être impliquées. Je ne sais pas dans quel quartier c'est, mais la gendarmerie la plus proche, le commissariat le plus proche doit être saisi pour cette affaire. Ce n'est pas juste une affaire du chef du quartier. Ce n'est pas juste une affaire du chef de quartier, Karine Sonta, vous le dites très bien, mais surtout, vous avez parlé de cette justice populaire qui semble être affaiblie aujourd'hui, mais qui n'est pas validée, qui n'est pas acceptée par les lois au Cameroun. En matière justement d'infraction, il faut toujours se rapprocher, bien évidemment, d'un commissariat ou d'une brigade, question de porter sa récrimination à ce niveau. Allez, appréciation de Dominique Audrey, justement, on parlait à l'instant de la faiblesse des autorités, mais est-ce qu'il y a également ici lieu d'interpeller les communautés qui vivent ensemble, qui cohabitent ensemble, de façon à ce que s'il y a un intrus, s'il y a un enfant qui pose des actes inacceptables, ces communautés devraient se mettre ensemble pour l'encadrer et le sortir justement de sa mauvaise trajectoire. Malheureusement, aujourd'hui, la virulence de la violence est quelque chose, c'est la chose la mieux partagée aujourd'hui. Aujourd'hui, plus vous êtes violent, plus vous êtes méchant, plus vous êtes fort, plus vous êtes bien vu. On a un enfant qui est allé voler et qui aurait pu se faire tuer. On sait tous qu'aujourd'hui, lorsqu'on attrape un voleur, ça s'ensuit d'une roue, de l'essence et c'est fini. On parle de lui au passé. Mais on a eu des gens qui ont quand même eu une once d'humanité et qui se sont dit non. Cet enfant, vraiment, après tout, c'est un voleur. Oui, c'est le nôtre. Et on ne peut pas le tuer. On peut avoir un espoir qu'il ne le fasse pas. C'est pour ça qu'on l'a remis à la famille. On aurait pu l'amener au commissariat, mais on savait que ça allait être autre chose. Il allait se retrouver en prison. Et justement parce qu'on ne le veut pas, par amour pour cet enfant-là, on a dit non. Mieux on le rend à ses parents et ses parents vont trouver comment l'encadrer. Malheureusement, au niveau des parents, on voit plus la correction qu'on fait sur notre enfant comme une sorte de meurtre. Dire que votre enfant s'est mal comporté, c'est qu'on veut le tuer. Et les parents aujourd'hui, que ce soit pour cet enfant qui a volé ou bien pour ceux en bas âge, ça se voit d'un mauvais œil aujourd'hui. On estime que personne n'a le droit de dire quoi que ce soit à un enfant. C'est mon enfant, tu ne dis rien, accouche ta part, tu feras ce que tu veux. Et la conséquence, c'est quoi? C'est qu'on a des enfants à la fin qui finissent par nous dépasser comme cette maman-là. Bon, moi, cette dame, incontestablement, on ne peut rien faire pour arrêter ces gens-là.
Peut-être elle peut, elle peut peut-être déménager ou déplacer son fils de la ville pour une autre ville. Et maintenant, je ne partage pas que le fait de marcher avec un voleur fait de nous automatiquement des voleurs. Vous savez que des amis, on en a à l'appel. On marche avec, oui justement, on marche avec des filles qui se prostituent, mais ça ne fait pas de nous des prostituées. À part, dès qu'ils ont fini d'être des voleurs, ils existent. Des voleurs dans l'enfance ou bien dans ma jeunesse ou bien dans le quartier dans lequel j'ai grandi, j'en ai côtoyé. Mais au quotidien, lorsqu'ils se départissent de leur, je ne sais pas si c'est un métier, de leur travail ou bien de leurs besoins, de voleurs, ce sont des personnes qui sont pour la plupart responsables, du moins dans la journée. Mais on condamne le vol, parce que c'est important. Bien entendu, on condamne le vol. Dans la nuit, ils le font, et dans la journée, ils se présentent comme des personnes qui sécurisent le quartier et qui vont le faire ailleurs. Donc, cette maman, si elle veut protéger son enfant, qu'elle s'en éloigne et qu'elle contrôle au maximum les compagnies. Un enfant qui passe le temps chez vous a la facilité de savoir comment vous vous déployez. Si un enfant veut venir voler chez moi, il sait que tout le temps, quand il entre, les voisins le voient. Donc, si les voisins le voient chez moi pendant 2 ans et après on le voit sortir avec une bouteille, il peut aisément dire que non, c'est elle qui m'a envoyé lui acheter le gaz. Pourtant, il est parti avec et il l'a volé. Donc, elle déménage et qu'elle s'éloigne au maximum parce que son fils peut mourir. Charles Bachou, il y a eu ce phénomène de microbes, on va revenir dessus dans les jours à venir, mais surtout il y a ce phénomène de microbes ici à Douala précisément, c'est pas nouveau. À un moment donné, quand on parle de retour, on parle d'une nouvelle représaille, après qu'il y ait une action posée sur un quelconque individu, n'est-on pas justement en droit de nous dire aujourd'hui qu'il y a une escalade de violence pensée, psychologique, qui à tout moment peut créer une réelle déflagration sociale aujourd'hui? Lorsque vous parlez de délinquance juvénile, lorsque vous parlez de désordre et peut-être de retour, comme vous employez l'expression, M. Michel Ngatiou, cela n'a qu'un seul dénominateur commun, le désœuvrement. Les jeunes sont désœuvrés. Il y a un désœuvrement à telle enseigne, M. Michel Ngatiou, que vous vous posez la question de savoir, mais bon Dieu, qu'est-ce que nous sommes, où est-ce que nous sommes en train d'aller? J'ai voulu me mettre à la place du gouvernement. Le premier responsable dans ce type d'attitude, c'est le gouvernement. Le gouvernement, et peut-être avec en prime le chef de l'État, qui a annoncé depuis 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, la création des emplois. Vous vous rappelez, on avait franchi la barre de 365 000 emplois créés au Cameroun, alors que la France se retrouvait à souffrir. Aujourd'hui, on a plusieurs ministères qui ne se rendent pas compte que des métiers comme la plomberie, des métiers comme les cordonniers, les menuisiers, Franklin, ils sont en train de disparaître au profit de la moto qui est en train de tout appeler, et que d'ici peu, pour pouvoir avoir des individus, il faudrait soit appeler des entreprises. C'est compliqué aujourd'hui. L'administration ne se rend pas compte. Tout le monde a trouvé au Bensikin cela. Mais combien de personnes peuvent s'offrir un Bensikin? Combien de personnes peuvent travailler? Donc, M. Michel Ngatiou, faites le tour des principaux quartiers du Douala, vous allez vous rendre compte que le désœuvrement a atteint son pic. Et lorsqu'on est au quartier, il y a un petit qui nous aide. Généralement, il y a un petit qui arrive, il trouve les grands du quartier qui sont désœuvrés. Grand, prends même une, non, tu bois. Grand, prends même un bâton de cigarette, non. Grand, voilà même le pain chargé. Tu prends le pain chargé. C'est ce petit qui va dehors, qui pose de l'argent, sachant qu'il est en train d'acheter la conscience de ces grands désœuvrés du quartier. Il rentre au quartier, dit aux grands, n'est-ce pas, ensemble, les grands, prenez une tournée. Mon dehors un peu payé. Prenez une tournée, 2, 3 tournées. Le petit commence à, on l'appelle président. Demain, il va poser une action à l'extérieur du quartier, on le prend. Il a eu la chance, on le bastonne, on le ramène au quartier. Les gens qui lui sont redevables moralement, M. Michel Ngatiou, disent que comment on a pu faire ça au président, notre président. Ce petit m'a sorti des problèmes, ce petit m'a aidé, il m'a donné 200, 100 francs, 1000 francs, 5000. Quand le petit dit, on a l'aise, allons venger. C'est de là, c'est le désœuvrement. Il se retrouve à aller venger. Qu'est-ce qu'elle a à faire, la mère? Vous avez des chefs, permettez-moi l'expression, M. Michel Ngatiou, des chefs de bloc que j'ai appelés chefaillons, parce qu'ils ne servent foutrement à rien. Ce n'est pas leur faute s'ils ne servent à rien. C'est l'administration qui a fait tout et tout pour les écraser. À côté de cela, il faut dire qu'il y a la bénédiction des chefs de village, parce que lorsque vous voulez poser une action,
on estime que l'étranger là veut venir arracher la chefferie. Et il y a des notes qui ont été faites par des chefs de village à leur chef de bloc que le jour que quelqu'un d'entre vous tente de se comporter comme chef, je le destitue et sans forme de procès. Vous avez vu la crise des marches par rapport aux histoires de 3e degré. Ça, sérieusement, fragilisé, M. Michel Ngatsou, l'action des différents chefs de village, chefs de quartier et même chefs de village. Donc aujourd'hui, c'est les bobos qui sont aussi, vous avez la chance d'avoir un bobo dans votre quartier, c'est lui qui peut saisir son ami commissaire, son ami procureur pour qu'on entende. Ce qu'elle a à faire, c'est prendre son enfant, dans un premier temps, l'exfiltrer du quartier, l'exfiltrer d'abord du quartier, l'envoyer quelque part si elle a les moyens. Si elle n'a pas les moyens, M. Michel Ngatsou, elle ne va lui dire qu'une seule chose, comme disaient certaines mamans, reste ici là, ne sors plus. Il ne faut plus qu'on sache au quartier que tu es là. Annonce même au quartier que tu as voyagé. Pendant 1 ou 2 semaines, annonce au quartier que tu as voyagé, tu restes caché. Sauf, mais s'il est élève, alors ça devient encore plus compliqué. Donc là, ces situations, c'est des situations irréversibles parce que les gens qui annoncent venir, ils ne vous disent ni le jour, ni l'heure. Le jour qu'ils vont débarquer, ils se seront rassurés qu'il est là et ils viendront faire le grabuge comme les microbes. Merci bien, cher Lamel Bachou, pour cette appréciation ce matin. Mais on va quand même dire que c'est un phénomène qui accourt aujourd'hui au Cameroun. Les Camerounais devraient-ils vivre dans la peur en permanence avec une situation comme celle-là? On parlait à l'instant du désœuvrement pour Charles Lamel Bachou, mais surtout l'accusation qu'il portait. D'ailleurs, le premier responsable, dit-il, c'est le chef de l'État aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui peut à la fois justifier ces phénomènes, mais surtout comment encadrer une jeunesse aujourd'hui à redevenir plus que jamais responsable? C'est la faillite de l'État. Charles Lamel a parlé, je l'ai dit, des conséquences, mais la cause, c'est la faillite de l'État. L'État du Cameroun a failli. Je me rappelle encore des sorties du premier président de la Cour suprême, dont la plus haute juridiction du pays, en 2018, lors de la rentrée judiciaire. Il condamnait avec raison d'ailleurs ce qu'on appelle dans leur jargon la justice privée et que nous appelons justice populaire. Mais j'avais demandé au premier président de la Cour suprême, d'accord, mais lorsqu'on interpelle un bandit et que derrière la pick-up des forces de maintien de l'ordre qui l'amène, il dit au chef du quartier, je reviens bientôt. Et 2 semaines après, il revient. Peut-on faire confiance à la justice? J'ai dit oui, mais dites-nous, comment donc renforcer le pouvoir de la justice pour que effectivement les lois qui sont censées réguler les rapports sociaux soient appliquées? Voilà le problème. Donc nous assistons à la faillite de l'État. Et on voyait l'État aller vers la dérive en début des années 90. Quelquefois, vous aviez un problème avec un ami parce que vous avez une copine dans son quartier, vous rentrez tard, il crie au voleur. On ne vient pas savoir alors que vous sortez de la copine et presque tout le monde sait, mais on vous prend, on ne vous interroge pas, on vous entourait des pneus, on vous brûlait. Et l'État ne faisait rien. C'est la faillite de l'État. Ici, ce sont les démembrements des institutions étatiques qui ont dit aux citoyens, nous, on ne peut rien. Le chef du quartier, le chef de bloc, ils ne peuvent rien. Et vous avez entendu dernièrement, et j'ai condamné, je vais dire, les orientations du gouverneur du littoral. Lorsque les populations de Deido ont fait barrière aux microbes, ne puissent pas, et elles ont arrêté certains, le gouverneur dit, ah oui, Deido a bien fait, il faut faire comme les populations de Deido. D'accord, il faut monter les dunes d'autodéfense. Mais où est l'État là-dedans? Parce que en fait, l'universalité de la défense, c'est tout le monde qui participe. Mais les populations qui n'ont pas les armes de guerre participent par le renseignement. Et le renseignement commence par les chefs de bloc du quartier. Et si eux, ils vous disent, nous n'allons même rien dire à notre hiérarchie, nous ne sommes plus dans un État. Nous ne sommes plus dans un État. Bon, ça veut dire donc que l'État vous dit, comme vous êtes dans la misère, comme décriait avec raison Charles Lamel tout à l'heure,
Bon, d'abord, gérez votre misère là-bas. Nous, on a quoi dedans? Donc, gérez vos retours là-bas. Ça ne se fait pas. Mais est-ce que l'État même ne craint pas que ça puisse prendre de tournure un tout petit peu comme c'est le cas, on va dire, prenons le cas du Brésil, où il y a des favelas, où il y a des organisations guerrières qui sont... Quand l'État fuit ses responsabilités dans ce cas-là, est-ce qu'on ne craint pas le pire? Mais justement, nous sommes déjà dans le pire. Qu'un gouverneur de région vous dise que je ne peux pas mobiliser les forces de maintien de l'ordre pour le titre et dire aux populations débrouillez-vous, ça c'est déjà le pire. C'est le pire. Il reste seulement le dernier niveau. Le dernier niveau que nous avons d'ailleurs commencé à atteindre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. C'est-à-dire que la vie humaine ne dit plus rien à personne. Ça veut dire qu'on peut, puisque la société s'est délitée depuis longtemps, la première valeur de la société, c'est l'entraide, c'est l'amour, la solidarité. C'est ça le premier vecteur dans une société. Et nous le disons, je termine par là, aussi longtemps que l'Africain ne veut pas se réconcilier avec sa spiritualité, on va suivre ça. C'est un problème d'ordre spirituel. Réglons le problème spirituel, vous verrez comment ce sera fait. Pour le faire, maintenant, moi, il faudrait que les gens commencent à quitter les églises. Oui. À quitter les églises pratiquement et à développer une solidarité autour d'eux, entre eux, et dénoncer ce qui est contraire aux intérêts des populations. Voilà comment l'Africain vivait. C'est-à-dire que même le fumier, là où on jetait les ordures, c'était loin de la maison. Mais on vous a appris que non, on peut mettre les ordures dans la maison. Et une voiture viendra les prendre le lendemain. Et quand les voitures passent dans une semaine, ne viennent pas prendre les ordures. On se retrouve à la maison avec les rats, les cafards et tout. Alors que nous, notre principe est spirituel. Donc, tout est lié dedans. Il y a la science, la spiritualité, tout est dedans dans ce mouvement-là. C'est pour ça que le fumier était loin de la maison. Bel exemple, mon Bengan. Madame, Monsieur, merci à vous de nous rester présents. On va justement le dire depuis ce week-end. Même le ciel est en pleurs dans la ville de Douala. Il pleut justement depuis ce matin. Qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kumba? Pourquoi ces enfants en sont morts aujourd'hui? Qui en sont les réels commanditaires? Les positions tranchées sont connues aujourd'hui. Les réactions des politiques, des artistes et même de la société en général, Madame, Monsieur, ça fait parler plus d'un. Nous vous attendons et nous vous restituerons véritablement l'essentiel de toutes ces informations et nos analyses sur ce plateau jusqu'à midi. Merci de rester des nôtres. Je m'interroge ce jour, malgré la douleur, sur la question d'Election Cameroun. Election Cameroun qui a choisi de devenir observateur des élections aux États-Unis. En prélude à l'élection du 3 novembre prochain aux États-Unis d'Amérique, une délégation des officiels d'Election Cameroun s'est déplacée aux États-Unis à l'effet d'observer la tenue de cette échéance d'envergure. Une demi-douzaine des membres d'Election Cameroun se sont vus délivrer le mardi 19 octobre 2020 les visas pour entrer aux États-Unis. C'est dans le cadre de l'élection présidentielle. Ils étaient contents. On pouvait voir le sourire sur les visages. Ils allaient aux États-Unis. Combien est-ce que cette mission va-t-elle coûter aux contribuables camerounais? C'est une mission de combien de jours? Ils vont être logés par qui? Qu'est-ce que cette observation va-t-elle apporter au peuple camerounais? Était-ce une improvisation ou alors une affaire tout simplement inscrite dans les missions, mieux cahier de charge de l'année budgétaire en cours? Sinon, comment comprendre que ce soit avec beaucoup d'étonnement
que les Camerounais ont appris la nouvelle d'un départ imminent des représentants de l'organe en charge de la gestion des élections au Cameroun pour les États-Unis. Pourquoi les États-Unis et pas le Nigeria ou encore la Côte d'Ivoire? Pourquoi les États-Unis? S'agit-il d'une mission d'observation mandatée par le gouvernement camerounais ou une mission d'apprentissage auprès de la Commission électorale des États-Unis? S'agit-il de la recherche de nouveaux lobbying pour faire baisser la pression internationale sur le Cameroun ou alors porter tout simplement la contribution de Yaoundé vers le candidat qu'on aura choisi? Comment comprendre que ce soit l'ambassade des États-Unis au Cameroun qui a révélé l'information lors de la remise des visas à ses émissaires de l'ECAM? Pourquoi ce n'est pas le directeur de l'ECAM qui a pris sur lui de faire connaître cette information? Quel est donc le rôle de cette institution camerounaise qui va véritablement jouer, dit-on, un tour de ce côté des États-Unis? Est-elle, et l'ECAM, un organe de proposition au Cameroun? A-t-elle le pouvoir d'inféoder, de décider, d'organiser, et peut-être même, on va le dire, de jouer dur dans le changement du code électoral au Cameroun? Le Cameroun possède-t-il les mêmes systèmes électoraux que les États-Unis? Et l'ECAM peut-il faire amender le code électoral? Qu'a-t-il fait déjà de la convention signée avec l'entreprise allemande Veridos au sujet de la biométrie dans ce pays? Où est passé le projet d'implémentation du Centre national de biométrie électorale ou encore les différents hubs régionaux? Au sortir de cette balade, l'ECAM pourra-t-elle donner les instructions ou les résultats en temps et en heure comme cela se passe aux États-Unis? Pourrons-nous avoir des tendances? Vraiment, dites-moi. Lorsqu'on sait que l'ECAM a un éloquent palmarès dans des affaires électorales, il suffit juste de se rappeler des faux observateurs de Transparency International pour comprendre de quoi je parle. Et l'ECAM, cette structure a-t-elle réussi la gestion, la mise à jour et la conservation du fichier électoral national ainsi que des documents matériels électoraux pour prétendre aller observer le scrutin de ce côté des États-Unis où la machine, lorsqu'on vote à l'immédiat, vous trempez le bulletin, ça pointe à l'immédiat et au soir, on sait dans chaque différent État qui sont en pole position. Mais au Cameroun, l'ECAM a choisi la villégiature. Bonne balade, bon congé, amusez-vous bien et au retour. La colère, bien sûr, de Charles Membachou, exprimée ce matin, madame et messieurs, à la suite de ce voyage, oui, bien évidemment, de ces membres de l'ECAM qui ont choisi d'aller aux États-Unis aujourd'hui. Des questions sont posées et des questions essentielles. Surtout, le coût de cette mission était-elle reconnue dans le cahier des charges annuellement parlant de l'ECAM? Qu'est-ce qui a poussé cet organe en charge de l'organisation des élections au Cameroun à s'y rendre? Et des questions ont été posées. Nous tenterons bien évidemment sur ce plateau ce matin d'apporter des orientations ou des compréhensions autour de tout ceci. Mais Charles Membachou a posé un problème fondamental. Bomo Bengan Kenji, moi je commence par vous. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le vrai projet de la biométrie initié par une entreprise allemande? Effectivement, il y a quelques temps déjà, les Camerounais attendaient effectivement que l'ECAM puisse mettre cela en place avec toute une grosse communication qu'on avait connue. Malheureusement, jusqu'à présent, ça n'a pas été le cas. Qu'est-ce que l'ECAM peut bien aller apprendre aux États-Unis? Ou du moins, qu'est-ce que l'ECAM peut apporter dans le processus justement des élections qui ont cours en ce moment aux États-Unis? Monsieur Ngatou Numba, méfiez-vous des Occidentaux. Chaque fois, je vous le dis, et la réponse qu'on me renvoie, c'est que vous-même, vous avez fait quoi chez vous? Vous accusez toujours les autres. Et dit, d'abord, l'ECAM répond à une invitation du secrétariat d'État, donc du gouvernement américain. Le gouvernement américain invite l'ECAM pour faire quoi? Là-bas, il s'agit d'une élection qui est considérée chez nous comme une élection populaire, mais qui a des grands électeurs. Et l'ECAM, lui, elle,
Les grands électeurs, c'est pendant le Sénat et peut-être les régionales qui vont arriver. Au niveau du Cameroun. Voilà, au niveau du Cameroun. Oui, bien sûr. C'est ça qu'il a géré. Où est la similitude qu'on peut établir, je ne vois pas. Mais je vous dis, méfiez-vous des Occidentaux. Méfiez-vous des Occidentaux. Ces gars, ils ont quelque chose sûrement que nous ne pouvons pas. Puisque d'abord l'information est venue de l'ambassade des États-Unis et pas de l'ECAM. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Qu'est-ce qu'ils recherchent ici? Ce n'est pas une lutte d'influence entre Américains, Français et Chinois. Pour dire, par exemple, que pour mettre dans leur feuille de route que nous aussi, nous aidons le Cameroun dans le processus électoral. Parce que, en fait, le premier acteur, si on parlait d'aide entre guillemets, c'était le programme des Nations Unies pour le développement, en fait, comme un organisme coordinateur du sous-système des Nations Unies au Cameroun. Et c'est là où on aidait et de temps en temps on sollicitait l'Union européenne. Et quand les Allemands sont venus pour proposer la biométrie, que le gouvernement du Cameroun avait d'ailleurs mis dans ses budgets, le gouvernement n'a pas voulu utiliser la biométrie et le bulletin unique. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le processus de trucage des élections. Bulletin unique et biométrie veut dire que le trucage sera réduit. Et le Cameroun ne veut pas un trucage réduit. Est-ce que c'est ce que les Américains veulent apprendre à l'ECAM? Que non, vraiment c'est bien. Comme vous truquez les élections, là, nous, même lorsque les Russes sont entrés dans notre système, on a su verrouiller. C'est Mme Clinton qui passait, nous on a mis Donald Trump. Je ne sais pas, donc, en fait, moi je ne vois que ce côté-là. Vous allez m'excuser de ne voir que ce qui est mauvais, parce que je ne vois pas. Je ne vois pas la similitude. Ou alors, c'est un réseau en disant, les venez et ça nous permet de lutter sur l'influence des Français chez vous. On va se poser la question. Il y a un code électoral au Cameroun. Le code électoral est là, il est connu. On sait comment on fait pour pouvoir l'adopter aujourd'hui. Et le code électoral du Cameroun ne fait pas de l'ECAM. Ne fait pas de l'ECAM le gestionnaire des élections. C'est là où on trompe. Parce que, et c'est là où commence le trucage. Et l'ECAM, son rôle finit au niveau des centres de vote, ce que vous appelez les bureaux de vote. C'est tout. En plus rien. Et l'ECAM ne maîtrise plus rien. Même au niveau de la commission communale, quand vous vous asseyez là, c'est l'administration qui prend. Donc en réalité... Ne parlons pas des commissions mixtes départementales. Là, c'est le président du tribunal de grande instance du département qui est là. Et il convoque l'ECAM comme les autres acteurs dans ce processus-là. La Commission nationale de recensement général des votes, alors, l'ECAM est convoquée comme tout le monde. Donc, en fait, l'ECAM, je ne sais pas, moi-même, vraiment, Charles Amel a raison, il nous sort souvent des sujets. Je ne sais pas, même moi, je vois l'autre côté. On devrait se méfier. C'est leur dire comment le trucage peut être scientifique. Parce que même s'il y a... mathématiques et physique. C'est ça, les mathématiques, les physiques, comment ça peut être pour que, même si les opposants veulent truquer demain, on reste dans que... voilà. C'est peut-être ce que ça va apporter lors des prochaines échéances électorales. Mais on leur dit que les Russes sont entrés ici. Nous, voilà comment ils ont fait. Ici, voilà comment ils voulaient pour que Mme Clinton passe. D'abord, on avait fait ça avec Al Gore. Voilà. Donc, maintenez le cap. Et on peut sophistiquer le trucage de cette manière. Dominique Audrey, est-ce que c'est ce que ça va rapporter au Cameroun? Aller apprendre, entre autres, d'éventuelles tricheries électoralistes pour revenir l'appliquer ici? Je ne sais pas trop, parce que... On accuse les États-Unis, on ne dit pas qu'ils forcément ils y sont, mais il y a eu des plaintes après les élections présidentielles entre Donald Trump et Mme Clinton. Il y a eu oui. Que va donc faire l'ECAM là-bas finalement? Moi, la question que je me suis posée à l'entame de l'énoncé de la colère de M. Mbachou, c'est est-ce que le Cameroun ne serait pas en train d'aller vers un potentiel fédéralisme? Parce que s'il faut aller étudier les élections dans un pays qui est un État fédéré, certainement on est en train d'y aller.
Parce qu'aux États-Unis, le suffrage se fait de façon indirecte. On a un collège électoral qui a des grands électeurs pour pouvoir désigner le président et le vice-président. Au Cameroun, cela se fait de façon directe où les électeurs décident spontanément de qui sera leur représentant directement. Donc, si on part simplement sur ce postulat-là, il n'y a pas moyen que Elekam aille apprendre, parce que ce que moi j'apprends, oui, il n'y a pas, ça ne s'explique pas, sauf si on est en train de devenir, ou bien on se projette déjà dans le fédéralisme. J'ai essayé de me rapprocher de quelques personnes d'Elekam à la question de savoir c'est quoi le projet, et ce qu'on m'a répondu c'est qu'en fait, Elekam va là-bas observer le déroulement des élections et aussi apprendre du système électoral américain. Donc, on est contraint de se dire que certainement, on ira vers ce fédéralisme-là. Et la question de la biométrie, on est bien obligé de se poser parce que chez les Américains là-bas, pour les personnes handicapées, pour les dernières élections, si je ne me trompe, les militaires et les personnes... Les militaires votaient par téléphone. C'était des téléphones intelligents qui permettaient aux militaires de voter parce qu'ils ne pouvaient pas être dans ces endroits-là. Et à côté de ça, aujourd'hui, on pense à inclure les personnes handicapées pour qu'elles n'aient pas à se déplacer. Et pour ça, il va falloir utiliser le téléphone qui aura la détection du visage et tout. Au Cameroun, ce sera implémenté également. On a d'abord un écart avec ces pays-là. Comment les personnes de l'Est font d'abord pour voter? Et quand on a fini de recenser les votes là-bas, à quel moment ça arrive? Ça, c'est la question de la disponibilité des résultats qui est encore un gap énorme entre comment ça se passe aux États-Unis et comment ça se passe ici. Donc, avec M. Bachou, je vous souhaite de bonnes vacances. Est-ce qu'on a le droit vraiment d'être en colère lorsque l'on se rend compte que entre les États-Unis et le Cameroun, il y a un fossé réel en ce qui concerne l'organisation des élections? On y apprend juste pour garder dans ses gibecières, dans ses archives, dire qu'on connaît, on a vu. Finalement, ça apportera quoi au Camerounais chez Karine Santia? Non, peut-être ça apportera le corona. Parce que le coronavirus est même, l'infection au corona est même en train de... Et ils sont là-bas en ce moment. Oui. Donc, une fois de retour de là, il va falloir qu'on les mette encore en quarantaine. On les mette en quarantaine parce qu'ils risquent de venir avec corona. Là. Voilà, c'est très dangereux. Karine Santia, comment vous l'appréciez cette collecte ce matin? Moi, il faut d'abord partir du postulat, il faut d'abord définir ce que c'est que l'observation. Maintenant, après, on pourra comprendre quels sont les organismes généralement qui sont habilités à faire des observations dans le cadre des élections. Si on définit l'observation selon l'Institut international pour la démocratie et l'assistance électorale comme la collecte délibérée de renseignements concernant un processus électoral et la formulation de jugements éclairés sur la conduite de ce processus à partir du renseignement rassemblé par des personnes n'étant pas en soi-même autorisées à intervenir dans le processus et dont l'engagement en matière d'observation reste net. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je pars de ce postulat, on peut comprendre qu'un observateur est un témoin oculaire d'une action. Pendant que vous mettez peut-être vos voix dans les urnes, vos bulletins dans les urnes, ils observent. Et après, ils établissent le rapport de comment est-ce que ça s'est déroulé. C'est-à-dire qu'on rédige, il y a eu taux d'abstention, il n'y a eu pas d'électeurs ici, ou encore il n'y avait pas de scrutateurs ici. Dans l'ensemble, les élections se sont déroulées comme ça. Et après, au nom, on peut quand même comprendre que selon les informations, qu'il y a eu ça. Sauf que chez nous, lorsque on veut faire ce genre de travail, on légitime un certain nombre d'observateurs et on délégitime d'autres. Vous avez vu ce qu'un Monde à venir a eu comme problème pendant la présidentielle en 2018. Ils ont eu du mal à avoir les autorisations pour observer les élections au Cameroun, dans le pays où l'association, par exemple, se trouve. Sauf que lorsque maintenant on parle de l'observation internationale, il y a des pays qui peuvent demander à ce que certains observateurs viennent de telle ou telle autre contrée pour venir observer. Maintenant, même les partis politiques peuvent le réclamer. Pour ce qui concerne notamment Elekam, il est avéré que Elekam n'est pas indépendant. Parce que il est avéré que Elekam n'est pas indépendant. Je me base sur des faits. Si vous prenez seulement Elekam, la nomination du 7 juillet 2011, vous allez vous rendre compte qu'il y avait 6 personnalités qui avaient été nommées et qui justement jouissaient d'une certaine autonomie et qui, par exemple, Titi Noël Bombok, qui jouissait d'une certaine autonomie et qui sur le terrain quand même pouvait montrer qu'il est indépendant psychologiquement à travers ses faits et ses gestes. Que faisait-il?
Justement, parce que lui, il était dans le comité justice et paix au sein de la conférence épiscopale nationale. Donc, on peut comprendre que lui, par exemple, il pouvait jouir d'une certaine indépendance morale par rapport à ses actions. Il y a aussi... Tel n'est pas le cas de Dorothée. Maintenant, tel n'est... Qui était membre du bureau politique. Par exemple, il y a aussi Delphine Sanga aujourd'hui qui ne pouvait pas forcément jouir de cette autonomie morale, forcément parce qu'elle a travaillé au sein de ce gouvernement et qu'elle ne peut pas forcément faire l'unanimité. Donc, il est avéré que Elekam ne peut pas faire l'unanimité déjà au Cameroun. Comment Elekam va faire l'unanimité à l'extérieur? Soit c'est une entourloupe pour commencer à redraguer le gouvernement camerounais qui est déjà très en colère avec les Américains. Justement parce que le gouvernement américain. Camerounais. Américain. Non, Camerounais, parce que c'est les États-Unis qui ont annoncé même qu'il y a... Oui, justement, pour vous montrer que, voilà, en fait, non, les sorties de Tibor Nagui, là, vraiment, il ne faut pas prendre ça trop au sérieux. Il y a eu telle sortie du conseil américain. On peut rapidement faire le lien avec... On peut rapidement faire le lien... On peut rapidement faire le lien justement avec les élections présidentielles à venir qui mettront certainement aux prises Donald Trump et le candidat démocrate Joe Biden aujourd'hui et qui laisse croire que en ce moment il y a de la paix dans certaines régions du monde aujourd'hui parce que les camps ne savent pas exactement comment est-ce qu'ils vont s'y prendre pour l'après présidentiel. Il faut peut-être faire belle figure, montrer aux uns aux autres que nous sommes avec vous, nous vous accompagnons. Peut-être ça rejoint le point de vue de Mbombo qui disait à l'entame qu'il faut se méfier des Occidentaux absolument. Clairement. Mais au-delà justement de cette question, madame, monsieur, nous avons toujours les yeux rivés vers Kumba. Qu'est-ce qui s'est réellement passé samedi dernier dans cette école? Comment comprendre la position du gouvernement camerounais aujourd'hui? Pourquoi dire que l'école aurait été une école clandestine? Comment comprendre bien sûr ces déclarations qui font le tour de la toile aujourd'hui? Qui en est véritablement l'auteur? Sommes-nous dans une manipulation? Sommes-nous dans un fake ou pas? Comment dire et comprendre qu'il y a eu des Camerounais qui disent avoir eu l'information bien avant et que tout était bien pensé à la veille? Finalement, dans quoi nous retrouverons-nous? On en reparle, madame, monsieur. On va certainement marquer une pause, madame, monsieur. On prendra le clip qui nous permet bien sûr de vous permettre de garder le bon esprit de l'émission. Et par la suite, on reviendra. Bon retour à vous, madame, monsieur. Merci de nous retrouver. 10-12 le Zénith. À l'instant, qu'est-ce qui s'est réellement passé à Kumba? Qui sont les commanditaires? Les populations aujourd'hui demandent à avoir, bien évidemment, des comptes de ce qui s'est passé. Est-ce que l'enquête qui est dite être ouverte devrait nous donner les vrais résultats d'une enquête crédible qui puisse satisfaire tous les Camerounais? Et aujourd'hui, une guerre se livre réellement dans différents camps. D'un côté, le gouvernement camerounais accuse effectivement les Amazoniens d'être à l'origine, bien sûr, de cette attaque et de ce massacre perpétré sur ces enfants dans cette école. Et de l'autre côté également, on sait dans le camp amazonien, si vous voulez, des séparatistes pour mieux les qualifier ce matin, il y a une divergence des voix s'élèvent. Qui en est l'auteur? Comment comprendre les déclarations que nous avions eues des jours à l'avance? Comment comprendre cet activiste camerounais, journaliste bien connu, qui, à travers son tweet, a fait pratiquement tout bouger dans les différents camps? Qui est celui-là qui tient aujourd'hui cette figure, j'ai envie de dire cette photo, ces clichés qui fait le tour de la toile aujourd'hui, où un numéro bien connu de la République fait parler celui qui aura envoyé le message, celui qui aurait retransmis, celui qui aurait reçu. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Qui sont les auteurs? Madame, Monsieur, devons-nous rester insensibles? Devons-nous rester muets? Devrons-nous rester, on va dire, presque incorrigibles vis-à-vis de ce qui se passe? Et ce qui est formidable en même temps, c'est qu'aujourd'hui, on se pose des questions. Où est passé Paul Biya? Doit-il s'exprimer? Doit-il parler aux Camerounais? Aucun tweet depuis samedi passé. Pourquoi cette attitude? Mais par contre, on a vu une réaction du chef de l'État, félicitant bien sûr un président pour sa réélection, effectivement, mais rien en ce qui concerne Kumba aujourd'hui. Les événements d'Angarbout, pour ne parler que de cela, sans oublier Florence Ayafor ou encore Tamazon, qui ont été froidement tués, froidement assassinés, mais brutalisés aux yeux et au su de tout le monde. Les Camerounais devraient-ils rester
muets face à la situation. On a entendu des hommes politiques se lever, dire un certain nombre de choses. Mais combien étaient-ils à s'exprimer? On a entendu également des artistes camerounais se lever à la suite justement d'un certain nombre de réactions. Combien sont-ils? Quelle est l'action à mener réellement pour qu'on puisse en sortir de la crise anglophone aujourd'hui? Trop de questions. Peut-être des réponses sont à votre niveau. On vous lira dans un instant. Mais avant de vous lire, cher Lamine Battu, je voudrais, avec vous, tenter justement de comprendre la réelle appréciation. Est-ce que si on avait eu Elekam de façon crédible pendant les élections de 2018, que ce soit dans la Mémé, comme c'est le cas aujourd'hui, que ce soit dans les régions anglophones, si Elekam avait joué son rôle véritablement, sans faire une accusation ce matin, en serons-nous arrivés où nous en sommes aujourd'hui avec ces morts de trop, comme c'est le cas à Kumba? Monsieur Michel Ngatiou, vous avez la réponse même dans l'ensemble des questions que vous avez posées. Elekam qui choisit d'aller observer les élections au Cameroun et ces structures qui elle-même a échoué sur l'ensemble. Elekam pouvait prendre sur elle si véritablement elle était une structure indépendante de dire je n'organise pas les élections législatives et municipales dans les zones de la région anglophone parce que, un, en termes de sécurité, il n'y a pas possibilité. Deux, en termes d'accessibilité, ce n'est pas tout le monde qui pouvait se rendre pour venir voter, M. Michel Ngatiou, parce qu'on s'est rendu compte, M. Michel, que les lieux où on avait établi les bureaux de vote étaient très loin de lieux là où les populations pouvaient se retrouver. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, M. Michel Ngatiou, et l'ECAM, qui, si elle était une structure indépendante, devait prendre sur elle de dire, nous avons promis comme force majeure aux populations la biométrie. Nous sommes allés jusqu'à signer des conventions avec une structure Veridos pour l'implémentation de cette biométrie. Mais au jour d'aujourd'hui, la biométrie, nous n'avons pas pu le faire, alors nous préférons nous retirer. Nous avons, M. Michel Ngatiou, le problème des cartes d'électeurs. Il est facile d'aller se faire enregistrer. Si Elekam était véritablement une structure indépendante, il y a plein de personnes qui n'allaient plus encore souffrir de cette affaire, des cartes d'électeurs, des doublons. On n'allait plus souffrir, M. Michel Ngatiou, d'avoir des erreurs sur les cartes d'électeurs. Donc, Elekam qui se lève aujourd'hui pour devenir observateur, elle va observer quoi? Elle va observer quoi, M. Michel Ngatiou? Les États-Unis, je peux vous assurer, il y a 50 ans ou 100 ans d'écart entre le Cameroun et les États-Unis. Politiquement parlant. Il y a 100 ans d'écart sur le processus. Même s'il y a trucage là-bas, c'est 100 ans d'écart, M. Michel Ngatiou. Au moins. 100 ans d'écart. Alors, vous avez des personnes qui vont arriver là-bas, qui vont être dans un système perdu. Je dis, ils vont être perdus. Parce que M. Michel Ngatiou, prenez un vendeur, un cueilleur de vin de palme au Cameroun. Pendant qu'il fait 1, 2, il monte avec le truc. De l'autre côté, un gars, il est juste accroché sur le robot, il monte avec le robot. Vous prenez des gens en Gomezab. Vous les amenez, M. Michel Ngatiou, aux États-Unis. Ils vont aller découvrir quoi? Ils vont être perdus. Je suis désolé, je n'ai pas une insulte par rapport à Gomezab. C'est juste que je pourrais dire Tortoyo, je pourrais dire Bivombané. Non. Gomezab, j'aime bien les chenilles de Gomezab. Parce que certaines personnes vont vouloir détourner déjà. J'aime bien les chenilles de Gomezab. Donc, faites attention. Bah écoutez, donc, que vous aimez les chenilles ou pas, Gomezab, c'est au Cameroun. C'est au Cameroun. Très bien. Donc, monsieur Michel Ngatiou, vous avez eu des personnes qu'on a mis en mission au Congo lorsque Tshisekedi devait prendre le pouvoir. Je me rappelle, Célestin Diamène, si ce n'était pas lui, Célestin Diamène n'était pas dans l'équipe, je peux me tromper. Il y avait le ministre délégué, il était le ministre délégué, ou je crois Jean de Dieu Momo, l'un des deux était dans cette mission. Jean de Dieu Momo. Ils sont revenus de là. Quels sont les rapports qu'ils ont pu présenter? On a le Nigeria ici à côté, M. Michel Ngatiou. L'observation. Vous envoyez des gens qui vont descendre, ils vont se balader tout simplement, M. Michel Ngatiou. Elle est quand même pas un organe de proposition. Elle est quand même pas un organe de proposition. Je serais d'accord qu'on envoie les députés. Qu'on dise, ok, on envoie les députés de l'Assemblée nationale, allez voir comment ça se passe, revenir faire dans le compte rendu parlementaire qui aura lieu bientôt, dans leur compte rendu, ils vont dire, nous sommes allés aux États-Unis, nous avons vu ça, nous proposons tel projet de loi. Il faut procéder. Si elle est comme avec tant de force que ça, je vous assure, M. Michel Ngatiou, qu'on aurait vu le code électoral. On aurait révisé la question du code électoral.
Alors, et les camps qui décident aujourd'hui d'aller, était-ce pour un apprentissage? Quel type d'apprentissage? Quand même, ne serait-ce que les machines, les appareils qu'on utilise, M. Michel Gatou, ne répondent pas à ce conventionnel. Quand les fonds même qui devraient être mis à disposition pour la gestion des élections ne le sont pas. Donc j'estime, M. Michel, qu'ils sont allés se balader, ils sont allés découvrir à un moment où le peuple a les yeux rivés sur et le code électoral et la résolution de la crise anglophone. On nous parle de fédéralisme. C'est Elekam qui va venir implémenter le fédéralisme au Cameroun? On risque de vous taxer d'ennemis de la République, Charlemagne Bathiou. En tout cas, on vous a très bien compris sur cette question, madame, monsieur. Merci à vous de nous rester présents. On vous lira tout de suite, effectivement, les nombreuses réactions, les nombreux commentaires à la suite de cette colère, mais surtout des sujets évoqués depuis ce matin. Karine Sontia, nous sommes suspendus à vos lèvres. Observateurs et compagnie, trop de tripatouillage. Quant à cette invitation des États-Unis, diplomatiquement, les États-Unis ne pouvaient dire le contraire. Marie-Christine Matip. Les Occidentaux nous manipulent. Entre-temps, tout va chez eux. Au Cameroun, Côte d'Ivoire, chez eux, Cameroun, Côte d'Ivoire, Guinée, Conakry, Nigeria, soyons solidaires et unis car l'Afrique, Union africaine. Pour moi, le ministère de la Défense devait changer sa nomination et s'appeler Elekam aux États-Unis, c'est comme l'entrée à l'ENAM. Pas la peine de prêter de mauvaises intentions au gouvernement américain. C'est de la paranoïa à la fin. Mauvaise intention. L'ambassadeur américain qui venait de partir d'Edmond avait dit quoi en 2018? Les États-Unis vont s'intéresser aux élections au Cameroun de 2018, mais spécialement l'élection présidentielle. Tibor Nagé dit après le Soudan, ce sera le Cameroun. Donc, il ne faut pas dire s'intéresse. Les États-Unis s'intéressent, mais il faudrait voir l'influence de la France dans notre pays. Donc, ils cherchent les voies d'entrée. Ne soyons pas naïfs, connaissons les jeux, les enjeux et les acteurs. Donc, quand à un moment donné, la France lui rétorque, restez là-bas au Brésil, nous n'y sommes jamais venus, restez là-bas au Venezuela, et tout, ainsi de suite. Donc, le monde est divisé. Méfions-nous des Occidentaux, chers amis. C'est vous qui dites qu'ils sont allés apprendre, ils sont allés en congé. Des gens qui ne parlent ni ne comprennent même un peu le pidgin et ils vont comprendre l'anglais américain de qui se moque-t-on. Est-ce que c'est en 3 jours qu'on va comprendre le système de vote ou en 4 jours qu'on va comprendre le système de vote américain, le système de vote qui est excessivement complexifié. Beaucoup de Camerounais même sont aux États-Unis, les Camerounais même qui vivent là-bas ne peuvent pas expliquer le système électoral. Le système électoral, ce sont les Camerounais qui vont aller comprendre, c'est des Camerounais qui vont aller comprendre. Il peut avoir sur ce logo quand même, non, ça la même bâtisse. Lequel? Et même s'il y avait un quoi, auront-ils le courage? Même s'il y avait un quoi, aurait-il le courage? Comme on a vu les observateurs, les vrais observateurs disent qu'il y a eu des quoi? Mais nous, on a eu les observateurs des Transparency International ici, hein. Oui, souvenez-vous quand même. Qui nous ont proposé. Et ils nous ont dit des choses. Ils ont même pris quand même des tranches d'antenne à la télévision nationale. Et au cas où observateurs. Je dis encore des observateurs présentés justement par le ministère et par le ministère de l'administration territoriale. Mais ce sur quoi je vais insister, Charlemagne Bathiou, c'est que ces faux observateurs de Transparency International ont quand même pris la peine d'être présentés au cœur de l'institution qu'on appelle le journal TV sur la chaîne nationale. Voilà. Et au-delà, il a fallu justement que Transparency International vienne vous dire que nous nous reconnaissons pendant cela. Est-ce qu'on peut savoir le nom des sections parties aux États-Unis? Ce qu'on sait, c'est qu'ils ne parlent même pas tous anglais. Ils ont des problèmes pour causer l'américain. Merci beaucoup, les messages qui arrivent. Un autre message. Vraiment, le bon sens africain voudrait que ce soit chez nos frères que nous allions voir ce qui se passe. Absolument. Non leur voyage là. Donc, il y a eu la Guinée qu'on a créée récemment. On a eu les élections en Guinée qu'on a créées. Il y a la Côte d'Ivoire qui se prépare. On a la Côte d'Ivoire, on a au Burkina Faso également, où il y a les élections qui arrivent. On a eu aux Seychelles récemment, où il y a eu un président qui vient d'être élu. Mais finalement, on n'a entendu nullement une observation camerounaise. Est-ce qu'on fait des demandes pour pouvoir être observateur ou on se propose comme observateur? En fait, les États font appel à des observateurs en fonction de leurs relations avec les pays. Donc le Cameroun n'a pas encore vu la Côte d'Ivoire, n'a pas vu le Mali. Enfin, c'est vrai non, peut-être que c'est la Côte d'Ivoire qui n'a pas encore fait appel au Cameroun.
en principe. Ouais. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Les États-Unis, c'est pour ça que vous avez vu que c'est l'ambassade des États-Unis qui a publié sur les observateurs camerounais qui vont aux États-Unis. Parce qu'en principe, c'est les États qui font appel. Parfois, il y a la pression d'un parti politique qui peut dire que nous, on veut les observateurs de telle autre contrée pour, n'est-ce pas, équilibrer. Sauf que c'est des gens c'est manipulable aussi, les observateurs, quand ils arrivent sur le terrain. Parfois, il y en a qui deviennent des médiateurs pour essayer de créer l'équilibre et montrer que les élections se sont passées dans de très bonnes conditions. Toujours des messages avec vos carrés sortir. Les messages, vous croyez qu'ils ont peur de la malédiction? Marche silencieuse pour mettre la pression et finir cette guerre. Moi, je pense qu'au pays, quand on attrape... Avec ces propositions, justement, du téléspectateur, on parle de marche silencieuse. Oui. On a vu justement, d'ailleurs, on va revenir dans un instant avec la revue des réseaux sociaux, mais c'est pas l'occasion, n'est-ce pas l'occasion maintenant pour les Camerounais? Je veux dire, les 20 millions, les 25, les 30 millions de Camerounais, c'est pas l'occasion pour eux de se lever et dire nous allons organiser une marche cette fois-ci pacifique, je dis bien pacifique, avec une cause noble pour demander qu'il y ait un retour de la paix dans les régions anglophones. Où sont-ils ces Camerounais? Au moment où on a besoin d'eux, on en parle. Tout est besoin aujourd'hui d'organisation. Il suffit simplement que vous, moi ou Charles Hamel disent, par exemple sur son compte Facebook, retrouvons-nous à école publique, chacun avec sa pancarte, stop à la crise anglophone. Qu'on soit simplement assis là, personne ne dit rien, ou qu'on chante, qu'on le fasse pendant des semaines, des mois, à un moment ou à un autre, les voix seront entendues. Les marches qu'aujourd'hui que les Camerounais ont initiées un peu partout peuvent porter des fruits. Et elles ne peuvent être que pacifiques. Parce que à part les larmes, à part nos voix, qui sont les seules armes qu'on peut avoir, les Camerounais n'auront rien. Rien du tout. Vous pensez justement que si les Camerounais se lèvent là maintenant et disent, on a vu le cas avec Charlie Hebdo en France, lorsqu'il y a eu cet attentat en France dans le journal Charlie Hebdo, oui. On a vu comment la France s'est mobilisée. Il y a eu même des chefs d'État africains qui se sont levés, qui sont allés marcher, et qui ont marché aux côtés du président français François Hollande de l'époque pour dire que nous compatissons avec vous justement de cet attentat. Alors, les Camerounais ne peuvent-ils pas, et la question peut-être je la pose en fixant ma caméra en demandant que veulent les Camerounais pour se lever aujourd'hui et revendiquer une marche pacifique comme cela a été le cas du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les 10 régions du Cameroun pour exiger le retour de la paix dans le Nozo et même dans l'extrême nord du Cameroun aujourd'hui. Charles Hamel Bachou, c'est une interpellation quand même qui vaut son pesant d'or. Michel Ngachou, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Nous ne sommes plus arrivés à des marches inutiles. Nous ne sommes plus à l'heure des marches stériles. Nous sommes à l'heure des marches productives. Mais nous devons avoir en face de nous, si nous avons en face de nous des individus compétents, des individus réceptifs, des dirigeants, M. Michel Ngachou, proactifs, je pense qu'il n'aurait même pas laissé le temps que ça en arrive. À l'heure où je vous parle, il y a des mamans qui sont en train de quitter des quartiers pour aller pleurer devant chez le gouverneur du littoral. Elles vont pleurer sur le gouverneur. Ces larmes vont servir à quoi, M. Michel Ngachou? Vous avez eu l'instance traditionnelle la plus élevée des femmes, les Takouben, qui sont sorties. Elles ont arboré leur tenue, M. Michel Ngachou, ont coulé des larmes. Elles ont porté tous les oripeaux, tous les attributs traditionnels. Ça a changé quoi? Vous avez un gouvernement de sourds, de muets, d'aveugles et d'insensibles. Alors c'est ce que nous avons. Voilà pourquoi je dis que ça ne servirait à rien à ces personnes de marcher, parce que ça ne changera rien. Monsieur Michel Ngachou, que 10 ou 15 minutes après que les cœurs soient en train de s'enflammer, vous avez ce type de réaction. C'est vous qui en parlez tout à l'heure. Ces réactions vous sortent des communications, fut-il fake ou pas, qu'on vous ressorte des conversations, fut-il fake ou pas, qu'on vous sorte. Je crois que devant le drame, monsieur Michel Ngachou, on se tait. On pleure en silence. Qu'à l'immédiat, devant cela, on décide de rafler tout un quartier. Et dans ce quartier, il y avait des parents, monsieur Michel Ngachou, de ces enfants qu'on revient récupérer. Mais attendez, vous voulez quoi? Soit disant qu'ils n'ont rien fait. Bon, Bengan Kandjé, ils sont militaires. Est-ce la preuve aujourd'hui que le grand dialogue national était de nul et faits?
quoi qu'il en soit, que l'on dise bien sûr au Camerounais aujourd'hui qu'on a organisé un grand dialogue il y a un an aujourd'hui, en vue de trouver des résolutions à la crise anglophone, ramener la paix dans ces régions. On ressort de là avec des propositions, des conclusions pratiquement non implémentées, décentralisation, peut-être des chansonnettes, entre guillemets. Doit-on dire justement que ce n'était qu'une épée dans l'eau? Oui, absolument. Et nous l'avons dit avant même sa tenue. Les conditions de tenue d'un dialogue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez votre frère, votre soeur, avec qui il y a une mésentente. C'est vous deux qui devez faire le dialogue. Mais est-ce quand le dialogue, le grand dialogue initié à Yaoundé concernait qui? Est-ce que ça concernait les acteurs de la crise? Non. Le chef de l'État a voulu faire un fourre-tout pour chercher quoi? Je n'en sais rien. Mais j'étais convaincu, je le suis encore, ce dialogue, le grand dialogue organisé à Yaoundé n'avait pas pour vocation à résoudre la crise anglophone. Il faut faire un dialogue exclusivement pour la question anglophone au Cameroun. Vous ne pouvez pas, et je le dis ici, en Afrique, il n'y a pas deux personnes qui ne s'entendent pas. Il n'y a que deux personnes qui n'ont pas encore causé. Vous ne pouvez pas me dire que les Occidentaux, eux, viennent. C'est un général anglais, deux généraux anglais qui ont libéré le Cameroun des mains de l'Allemagne. D'abord, avec le général Dobel, parce que quand vous entendez parler de rue Dobel, les Français lui ont donné une ruelle là, ici, à côté des meubles Equinox. Mais c'est le général Dobel qui a chassé les Allemands du littoral. Et c'est un autre collègue qui a chassé dans le centre, le nord. Les Français sont arrivés une semaine après. Et Douala et toute la région du littoral était restée anglophone pendant 2 ans. Douala était d'ailleurs le quartier général des Alliés. Je parle là d'août-septembre 1914. Lorsque les négociations commencent en mars 2016, tout le littoral, Yaoundé même, la capitale, et une grande partie de la région du centre étaient anglophones. Maintenant, les Français n'ont pas accès à la mer parce qu'ils sont au Tchad et à Lubangui-Chari, que vous appelez RCA aujourd'hui. Ils négocient avec leurs frères britanniques pour qu'ils aient accès à la mer. Et c'est comme ça qu'on concède à leur donner tout ce qui est devenu francophone aujourd'hui. Bon, les autres causent sur votre sort, vous ne causez pas. Ne serait-ce que pour voir comment nous allons vivre dans ces quelques centimètres carrés qui nous restent. On est là où on commence à divulguer. Et même les Nations Unies qui organisent une session spéciale Cameroun du 13 février au 4 mars 1959. Je me rappelle encore des propos que Félix Roland Moumnier tenait à Kosciusko Morizet dans les couloirs à New York, accompagné par Sékou Touré et le président Nasser de l'Égypte. Il dit à Kosciusko Morizet, qui était le représentant de la délégation française, « J'ai vu, vous allez donner le pays à mon frère Aïdjo, mais faites en sorte que je le rencontre. Parce que si vous ne résolvez pas le problème anglophone, maintenant, ce sera un antécédent que nous ne pourrons jamais résoudre. » Voilà les propos de Félix Roland Moumnier aux États-Unis, au siège des Nations Unies, à cette période-là. Donc, vous ne comprenez pas. Et les Américains s'étaient ralliés à la France à ce moment-là pour faire des trucs. Vous ne comprenez pas. Maintenant, on sort une résolution 1608 du 21 juin 61. Et pour le cas, on dit le Northern Cameroun acquiert son indépendance en se rattachant au Nigeria comme une province autonome. Le Southern Cameroun acquiert son indépendance en se rattachant à la République du Cameroun. Les deux verront ensemble leur mode d'événement. C'est bon sang. Donc, on vous renvoie d'un truc comme ça, vous dites aux gens, venez causer, venez, on cause. On va de tripatouillage en tripatouillage, est-ce qu'effectivement, dans les causeries, c'est ce dialogue inclusif qui devait se faire aujourd'hui pour que chaque Camerounais puisse donner son point de vue sur la résolution de la crise anglophone, comme c'est le cas depuis, on va dire, puisqu'on s'exprime plus sur les réseaux sociaux qu'à travers un vrai dialogue inclusif. Alors, on a peut-être Charlemagne Badjou, peut-être avant Charlemagne, vous avez vous aussi apprécié depuis hier la colère des Camerounais qui ne comprennent pas
Le mutisme de Paul Biya, Charlemagne, où est-il, le chef de l'État? Est-ce qu'on peut faire confiance au gouvernement aujourd'hui qui s'est exprimé? D'ailleurs, nous faisons confiance, si vous voulez. Monsieur, nous saluons l'action de René Emmanuel Sadi. Même pas un tweet de Paul Biya. Qu'est-ce qui se passe? Est-il vivant ou pas? Est-ce que ce n'est pas la preuve aujourd'hui que les Camerounais commencent à se poser 1000 plus une question sur son existence? Même si récemment on a fait savoir qu'il devait passer au Congo. Monsieur Michel Ngathou, je pense que tout Camerounais qui raisonne, tout Camerounais qui a obtenu ne serait-ce que le CPE, souffrez que je le dise, CPE, est en droite ligne de se demander si véritablement le Cameroun est gouverné. Si véritablement le Cameroun tient les rênes. Souvenez-vous, monsieur Michel Ngathou, il y a une semaine et demie, peut-être deux, je peux me tromper, un enseignant a été assassiné en France, Samuel Paty. Oui. Il a été assassiné en France à l'immédiat dès que les médias français ont relayé, Emmanuel Macron a quitté l'Élysée, monsieur Michel Ngathou. On dit qu'il est sorti de l'Élysée à pied. C'est devant qu'on est venu, le véhicule est venu le rattraper pour descendre sur le lieu de l'assassinat, sur le terrain. Le premier ministre français, M. Michel Ngathou, en visite officielle au Maroc, a interrompu. Il avait des rendez-vous, il devait même avoir un dîner important, il a interrompu en disant « Je rentre, je vais me plancher sur ce dossier ». Lorsqu'il y a eu la crise de Kumba, lorsqu'il y a eu ce tragique événement à Kumba, M. Michel Ngathou, tout le monde était rivé sur la question de l'événement. Premier couac, les chaînes nationales qui vivent même, M. Michel Ngathou, des frais de nos impôts de contribuables étaient occupés ailleurs. Première chose. Parce qu'en temps et en heure, c'est un événement hautement tragique, douloureux comme Garbou, il fallait de la réaction. Il n'y a rien. On nous apprend que le Premier ministre, M. Michel Ngathou, a convoqué une réunion de crise. Ce même soir, oui, il y a eu une réunion de crise. Oui. Nous étions contents. On se disait, des bonnes mesures, certainement, vont être prises. Mais grande de notre surprise d'apprendre, le lendemain, que sur haute instruction, entre guillemets, du chef de l'État, une délégation interministérielle va descendre à Kumba. Mais attention, c'est quand même la région du Premier ministre. Il est chef traditionnel, M. John Gouté. Il est chef traditionnel, M. Michel Ngathou. C'est des enfants, oui. On est en train de se demander, peut-être le langage peut être décousu, mais n'a-t-il pas suffisamment de couilles? En tant que chef de gouvernement. J'ai laissé chef de gouvernement. Chef traditionnel, M. Michel Ngathou. C'est douloureux pour un père, pour chef traditionnel de perdre des enfants. Pourquoi avoir procédé à une délégation dans une république des délégations, M. Michel Ngathou? Pire. Non, c'est lui qui devait descendre. Il n'y a pas de délégation. Le Premier ministre, M. Michel Ngathou. En réalité, avec sa double casquette de chef d'autorité traditionnelle et de Premier ministre. Pire, alors, M. Michel Ngathou, permettez-moi. Je voudrais... Oui. Au moment où on se pose des questions, pourquoi c'est le préfet qui descend? On nous apprend que le gouverneur à Bangassina, il est en train de danser, on voit des images du sous-préfet à Bangassina, du gouverneur à Bangassina. Chose grave. Une action comme celle-là se passe, vous n'êtes pas là, monsieur Michel Ngathou, à l'immédiat, vous prenez la route. Et puis, on a la dernière sortie du ministre de la communication, qui lorsqu'il arrive, il prend la parole. Et là, je le dis calmement pour que les Camerounais comprennent. Au lieu de calmer le cœur de ces mamans, de cette dame, de cette famille, de cette maman qui apprend qu'elle a perdu 4 enfants, elle arrive et trouve le corps, elle s'écroule. Cette famille qui est en larmes, il nous apprend, comme Madame Nalova Lyonga, lorsqu'elle apprend que cet enseignant a été tué en Colbison, la première chose qu'elle pose, elle dit qu'il n'était pas à son poste, M. Michel Ngathou, qu'il dise le ministre de la Communication, qu'il dise M. Michel Ngathou. Et là, je suis en colère, M. Michel Ngathou. Ils disent que cette école n'était pas légale. C'est une école clandestine qui a ouvert il y a 3 semaines. Nous allons d'abord vous calmer de toutes les façons parce que on sait, être en colère à ce niveau, ça peut avoir des conséquences dangereuses pour sa santé. Et vous n'êtes pas le seul à être en colère parce que des millions de Camerounais qui nous regardent à l'instant sont tous en colère. Et nous voulons regarder le ministre de la Communication dans les yeux. Nous voulons regarder Paul Biya dans les yeux.
Nous voulons qu'il parle aux Camerounais. S'il estime qu'il est le président des Camerounais, qu'il s'exprime aux Camerounais. Nous voulons entendre le premier ministre chef du gouvernement cette question. Nous ne voulons pas voir le ministre L'administration on ne peut pas le voir. Monsieur Michel Nous Ngatou, voulons je suis arrivé avec, voilà la bougie et les allumettes, monsieur Michel Ngatou. Je vous dis, je suis très en colère. Je ne sais pas comment je vais les allumer. Parce qu'il y a un qui peut embraser en donnant le feu, monsieur Michel Ngatou. Il y a l'autre qui est là pour apaiser le cœur. Comment allumer ces bougies? Ça n'a aucune valeur, monsieur Michel Ngatou. C'est grave. On est pratiquement en larmes parce que nous avions longuement pleuré depuis le week-end dernier, depuis samedi. Et on ne cesse de pleurer. Peut-être pour des personnes comme nous, très sensibles également. C'est un sujet qui choque tout le monde aujourd'hui, madame, monsieur. Vous êtes tous Camerounais, enfants de ce pays, enfants de cette nation, enfants de cette terre, peuple d'Afrique, peuple du continent. Que 8 enfants soient tués brutalement. Ils sont une dizaine, celui qui a porté les attaques. On est un samedi, où on sait exactement qu'en ce qui concerne le système anglophone, le samedi également, on va à l'école. Et que l'on laisse justement ces enfants à la merci de ce qu'on appellerait des bandes armées. Maintenant, bandes armées. Beaucoup ont accusé la chaîne, il faut le dire, d'être du côté des X ou du côté des Y. Mais il faut justement le dire que notre engagement, c'est de dire la vérité aux Camerounais. Nous ne nous détournerons jamais. De nous, le million, on ne prendra pas. On restera focus sur la vraie information. On est là pour travailler pour le peuple. On est la voix du peuple. On est l'expression du peuple. Et nous continuerons, et d'ailleurs nous saluons, quoi qu'il en soit, la ligne qui nous rassure et que nous aimons. Dominique Audrey, avant qu'on ne rentre, marquer une petite pause. Vous aussi, vous portez le noir ce matin. Vous portez le deuil. Comme j'ai dit à l'entame de mon propos, beaucoup de Camerounais ont pleuré. J'ai pleuré également, mais après j'ai eu honte. J'ai eu honte parce que je me suis rendu compte que c'était des larmes de crocodile qu'on verse tous. Malheureusement, c'est comme ça. Ce sont des larmes de crocodile parce qu'on est témoin du début de cette histoire. La première fois qu'on a commencé à tuer des gens, on a eu la possibilité de dire non. Lorsque Martha, à Moyouka, à peine 1 an, s'est fait tirer une balle en pleine tête, on aurait pu dire non. Lorsque Florence Ayafor a été tout ce qu'on lui a fait, lorsqu'elle a subi tout ce qu'elle a subi, et qu'on a tous vu, qu'est-ce qu'on a fait? On est resté avec nos rips, on a mis des photos en profil, et après chacun a vaqué à ses occupations tranquillement. Les enfants en Garbou ont eu ce qu'ils ont eu. La jeune dame a été décapitée sur la route, on en a été témoins. Aujourd'hui, ce sont ces enfants-là qui étaient en salle de classe qui ont été tués. Beaucoup d'interrogations. Il y a beaucoup de questions, le professeur, les militaires et tout. Mais aujourd'hui, les questions ne nous servent à rien. Parce que demain, ça pourrait être à Bamenda qu'on tue des enfants. Demain, ça peut être à Boya. Ça peut être à Douala, ça peut être à Yaoundé, ça peut être à Bamanté, ça peut être... Ça peut être n'importe où. Il y a que les réalisateurs dans le monde vont commencer à s'inspirer du cas Cameroun pour faire des films d'horreur. Parce que lorsque vous observez tout ce qui se passe, c'est de l'horreur. On le voit dans les films de vampires. Parce qu'on a l'impression que lorsque vous découpez quelqu'un avec la machette, c'est pour manger la chair. Ouais. Parce que ça devient incompréhensible qu'un être humain, un enfant sans défense, qui avait sa gourde devant lui et son bol de nourriture, est taillé de la tête. C'est comme si on vivait dans un monde où tous les animaux, les hommes sont devenus des animaux, sauf que même dans la jungle, il y a des règles. Dans la jungle, il y a des règles. C'est pour ça qu'il y a le chef. C'est pour ça qu'il y a des animaux qui se font manger et d'autres qui ne se font pas. Quand un lion, une lionne, elle voit un petit animal qui est un bébé, elle ne mange pas. Mais nous, les hommes, les êtres humains, nous assassinons des bébés, des enfants, sans réfléchir à ce que cet enfant-là avait comme rêve pour sa famille. Sauf que quand vous vous rappelez de l'histoire de cette crise, mais vous vous demandez comment est-ce qu'on a fait pour arriver à ce niveau. Des corporatistes se sont levés, des corporations se sont levées pour dire on a besoin de telles choses pour améliorer nos conditions de travail, nos conditions de vie et autres. On les a bazooqués avec du gaz lacrymogène et autres. Plus tard,
On nous a même dit qu'il n'y a même pas de crise anglophone. Maintenant, si c'est la crise francophone, il faut bien qu'on nous explique finalement. Encore à un moment, le cardinal Christian Toumi a dit il faut la All Anglophone Conference pour écouter les parties prenantes, parce que notamment, il est avéré aujourd'hui que même au sein de ces leaders, il y a une division des opinions. Ça aurait permis de trouver un point qui aurait aidé l'État, notamment dans le cadre du grand dialogue national, à établir le juste milieu pour que la crise se tasse. Mais finalement, on a dit statut spécial. Et c'est spécialement devenu une crise. Le sujet est assez grave en même temps, madame, messieurs, qu'on aurait bien voulu tout de suite laisser le plancher à Consti Lamine qui nous retrouvera dans un instant. Mais avant Consti, Bonbon Bengan, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire quoi? Il faut faire pression pour que le président Biya résolve ce problème. Il est où, lui, là? Mais il faut le chercher là où il est. Et s'il n'est pas, il faut le chercher là où il est. Il n'y a pas de solution. Pourquoi il faut le chercher? Et il a la chance. Je pense que c'est le cinéaste Bassek Bakobio qui a accordé une interview à nos confrères de Mutation, comme ça, en février 2002, je pense. Il avait dit que le président Paul Biya est l'homme le plus chanceux du monde. Parce que chaque fois qu'il y a un problème, il a quelqu'un qui veut l'aider. Sur ce cas-ci, son rapporteur de 1979, Aboué Machoyi, a dit « Monsieur le Président, vous et moi, nous étions là, venez, je vous aide. » Il refuse. Il le nomme à la commission Moussongela, multiculturalisme et tout. Il dit au président « Non, ce n'est pas là-bas. Vous m'avez mis dans une commission qui ne va pas résoudre le problème. Moi, je veux participer à la résolution du problème. Nous ne sommes que 3. Vous, Dorothée Ndjema et moi, allons, discutons, moi je venais, on résout le problème. Il n'a même jamais voulu recevoir Aboué Machoyi. Vous voulez quoi? Il faut le chercher là où il est. Et je pense que c'est un élément même fédérateur. Maintenant, ce n'est plus le MRC seul. Il faudrait que les autres partis politiques, voilà un élément fédérateur qui disent qu'à partir de maintenant, on cesse les activités, ils sortent d'un communiqué conjoint qui disent que nous voulons résoudre le problème anglophone. Très bien. Et surtout, madame, monsieur, peut-être pas avec la présence de la France. Merci beaucoup. Non, mais en considérant que la France est un ennemi. Effectivement. Parce que... Et un adversaire féroce. On connaît l'ennemi, on l'a identifié, et on sait exactement quelles sont ses manœuvres. On évolue. Madame, monsieur, Consti Lamine avec nous dans un instant, avec Von Bio. Bonjour, Consti. Alors, bonjour Michel Gathiou, bonjour à tous nos téléspectateurs et bien des choses, à tous ceux-là qui nous regardent de par le monde. Recevez le bonjour et bien entendu beaucoup de compassion à l'endroit de tous ces téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Alors, une fois de plus, nous allons parler de ce complément alimentaire, le Von Bio Oméga 3. Ce complément alimentaire qui fait partie de la grande famille Von Bio. Cette famille qui est constituée de plusieurs autres Von Bio, tels que le Von Bio Detox, qui permet de se désintoxiquer l'organisme, de nettoyer l'organisme. Il est important de consommer le Von Bio Detox pour ceux qui veulent nettoyer leur organisme. À côté, bien sûr, de ce Von Bio Detox, il y a également le Von Bio Libido, ce Von Bio qui permet de booster l'envie sexuelle, ce Von Bio qui permet de donner à l'homme, une fois de plus, sa virilité. Alors, je vous conseille également le Von Bio Libido. On parle également d'un autre Von Bio tel que le Von Bio Cardio, le Von Bio Sleep, le Von Bio Relax. Tous ces Von Bio sont en vente du côté du magasin 1001 Tapis qui est situé en plein cœur de Douala, au quartier Aqua, c'est en face du palais d'Ika. Et dans ce magasin actuellement, jusqu'au 15 novembre 2020, à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète, qui va se célébrer le 14 novembre prochain, vous avez une réduction spéciale de 500 francs sur toute la gamme Von Bio. Oui, que ce soit le Von Bio Oméga 3 qui coûte normalement 6 000 francs au prix de promotion, vous l'avez bien entendu à l'occasion de la célébration de la journée mondiale du diabète, vous l'avez à 5 500 francs, votre boîte de 30 gélules de Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil ou alors huile de poisson. Ce complément alimentaire qui s'affiche à l'instant à l'écran, à savoir le Von Bio Oméga 3, permet de réduire les complications du diabète. Le Von Bio Oméga 3 permet également d'assouplir nos articulations. Il permet de stabiliser notre tension. Le Von Bio Oméga 3 permet également de réguler le taux de cholestérol dans le sang. Le Von Bio Oméga 3 permet également de nous prévenir contre les maladies telles que l'Alzheimer, cette maladie liée au vieillissement. Le Von Bio Oméga 3 permet également
de nous prévenir contre les AVC. Alors, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme avantage, c'est à l'intérieur de cette boîte dans laquelle vous avez 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle également que le Von Bio est sans effet secondaire dans l'organisme, quel que soit le type de Von Bio, que ce soit le Von Bio Détox, le Von Bio Gastro, le Von Bio Libido, le Von Bio Oméga 3, tous ces Von Bio sont sans effet secondaire dans l'organisme. Parmi ces Von Bio, il y a un lait de toilette. Ce lait de toilette s'appelle Von Bio Lotion, un lait de toilette qui est réservé uniquement aux diabétiques. Oui, votre peau, elle est délicate, elle est fragile, elle est sensible, donc vous avez un lait de toilette uniquement pour les diabétiques qui coûte normalement 6 000 francs. C'est le prix de promotion de ce lait de toilette. Dans le cadre de la célébration de la journée mondiale du diabète, vous avez le lait de toilette Von Bio Lotion à 5 500 francs. Je rappelle que 500 francs, c'est énorme pour un produit qui coûte 6 000 francs, donc fait réduction de 500 francs. Il n'y a que le concept Salaka et les laboratoires Celorex pour le faire. Votre Von Bio Oméga 3, vous l'avez désormais jusqu'au 15 novembre 2020 à 5 500 francs, la boîte de 30 gélules. Profitez de cette baisse totale des prix pour acheter un nombre important de Von Bio Oméga 3. Et n'oubliez surtout pas que le magasin 1001 tapis vous permet également d'être livré, quelle que soit la ville dans laquelle vous êtes, le pays, le quartier. Nous livrons dans tout le Cameroun, donc on n'a pas besoin de se déplacer. Appelez tout simplement les numéros du magasin 1001 tapis et passez la commande de votre Von Bio Oméga 3. Et je ne saurais partir sans rappeler également à tous nos téléspectateurs qu'il y a encore la pommade contre les hémorroïdes qui est en vente au magasin 1001 tapis. Cette pommade permet d'éradiquer totalement les hémorroïdes. La voici, la pommade contre les hémorroïdes. Donc plus besoin d'utiliser n'importe quoi. Faites confiance au concept Salaka, faites confiance au magasin 1001 tapis et achetez la pommade contre les hémorroïdes. Que pour ceux qui nous regardent ce matin et qui ont choisi de nous regarder sur les réseaux sociaux à travers Facebook, on va peut-être prendre le langage qui est le vôtre très souvent, partager et envoyer les cœurs, parce qu'on sait en même temps qu'il y en a qui aujourd'hui ont choisi de signaler nos pages et c'est très dangereux. Justement, cette confiscation de l'information qui est devenue grandissante aujourd'hui au Cameroun, l'enjeu est capital. Comment sortir de la crise anglophone? Comment revenir à une paix au Cameroun? Mais surtout, comment inviter les Camerounais à prendre à bras le corps cette réalité et en sortir véritablement? Envoyez les cœurs, mais surtout, n'hésitez pas, Madame, Monsieur, de rester des notes. Karine Sontia, la revue des réseaux sociaux dans un instant. Et on le sait, vous nous avez fait savoir pendant la préparation de l'émission que vous restez focus sur Kumba ce matin. Oui, particulièrement. Un seul sujet, on va partir sur le massacre de ces enfants à Kumba. Ils étaient tous âgés entre 6 et 12 ans. Ils ont été attaqués par des hommes armés qui, à coups de machette, ont décapité certains, ont carrément acheté d'autres et certains ont utilisé des armes pour exécuter les enfants en pleine salle de classe à l'école Mother Francisca à Fiango, à Kumba. Et sur la toile, il y a eu tellement de réactions, notamment des réactions politiques entre les déclarations des communautés internationales. On a les déclarations des hommes politiques camerounais, entre Cabral Libi, Roland Dengo ici, Maurice Kamto, Akere Mouna et plein d'autres. Grégoire Owona aussi qui a fait une sortie. Il y a la sortie du gouvernement camerounais qui laisse tout le monde pantois et qui n'arrange pas du tout la situation, qui tend notamment à porter des accusations, d'abord qui accusent les bandes armées et les taxes d'être des sécessionnistes, mais surtout qui s'attarde sur le fait que l'école en question était une école illégale et qui n'avait d'existence que depuis 3 mois. Sauf que les internautes sont revenus sur l'affiche, la pancarte, la plaque qui annonce la présence de cette école à cet endroit-là, qui montre bien qu'elle est vieille et pas seulement de 3 mois. Alors comment interpréter, sachant que depuis bientôt
plus de 3 ans déjà dans les régions anglophones, il n'y a pas vraiment école. Si cette école avait existé avant, notamment que la crise ne soit déjà perpétrée, comment expliquer aujourd'hui que cela ne fait que 3 semaines que cet établissement scolaire existe et que c'est à l'intérieur que les enfants ont été assassinés? Entre autres, il y a les citoyens qui ont été arrêtés dans les quartiers environnants, notamment de cette école, qui ont été assis à même le sol, justement parce que selon les autorités administratives de ce côté-là, on les accuse de n'avoir rien fait pendant les crimes. Le porte-parole du gouvernement a-t-il eu raison à dire ou à croire que l'école est clandestine aujourd'hui? Manquait-il d'arguments véritablement pour justifier ce qui s'est passé? Seront-ils en train de chercher des informations compromettantes de ce qui s'est passé ou au regard en même temps de ce screenshot qui fait le tour de la toile aujourd'hui, qui accuserait bien sûr une autorité administrative dans une communication qui pour beaucoup est un fake, parce qu'en même temps, entre la manipulation et le fake, on ne sait pas exactement selon quoi se positionner aujourd'hui. Madame, monsieur, quelle analyse peut-on en faire? On sait, vous êtes des millions à avoir réagi, vous réagirez encore, vous allez certainement vous exprimer sur la question, mais il va falloir justement qu'une action soit faite pour que la paix revienne. Bonbon Bengan, lorsqu'on a un screenshot qui montre, qui permet de comprendre que la chose aurait été pensée, premièrement. Deuxièmement, qui on peut justement le dire? C'est un fait parce qu'on peut vous dire qu'il y a eu ci, qu'il y a eu ça, et que vous choisissez justement de demander à écouter la personne mise en cause, sans qu'on ne vous ouvre les portes, on retient l'information. Pourquoi prendre les Camerounais en otage de la sorte? Qu'est-ce qui se passe au Nozo? Qui sont les commandités de cette histoire? Finalement, on accuse les Ambazoniens, peut-être oui. Les Ambazoniens disent qu'ils n'y sont pour rien. Qui est donc à l'origine de ce massacre? Nous l'avons dit ici, que le ciel du Cameroun s'est assombri. Et nous avons rappelé qu'en début des années 1990, le père Menrad Hibga, de glorieuse mémoire, ne cessait de rappeler qu'il y a les buveurs de sang dans ce pays. Il y a eu Mimboman, il y a eu Nkonsamba, il y a eu. Dernièrement encore, je pense que Lamel a fait des chroniques ici, des colères où on dénonçait. Nous avons les histoires du jour qui nous renvoyaient toujours au pacte de sang, les gens qui aiment le sang. Nous sommes allés à Ezeka où on a fait des évocations. Le ciel du Cameroun s'est assombri et le sang va couler précisément parce que nous avons des dirigeants qui ne sont plus humains. Donc l'humain ne sert plus à rien. Voilà le problème. C'est pour cette raison qu'ils ne veulent pas résoudre le problème. Votre question ramène au coupable. Moi, je ne suis pas encore au coupable. Oui. Parce qu'en fait, ici, pour retrouver les coupables, il faudrait une bonne enquête, une enquête nationale. Mais est-ce qu'on va accepter, par exemple, que Un Monde à Venir, Dynamique Citoyen, le REDAC et tout, puisse, avec la Commission nationale justice et paix, faire une enquête conjointe pour nous dire ce qui s'est passé? Est-ce qu'on pourrait accepter que l'Église catholique romaine et les églises protestantes, parce que ces églises-là ont plus d'écoles et de centres hospitaliers dans ces régions, plus même que l'État, faire une enquête, puisqu'on est allé jusqu'à, j'allais dire, brouiller l'enquête qui avait causé la mort d'un Américain là-bas. Donc, moi, je me limite aux responsables. Le responsable de tout ce qui nous arrive, c'est le président de la République. Il n'est pas coupable, mais il est le responsable. Un chef d'État, au-delà du programme qui doit avoir problème économique et encore que là-bas, nous sommes dans l'impasse, parce que même pour la crise, il a dit quoi? Quand il demandait dernièrement de ne pas faire le défilé du 20 mai, il dit, au lieu de donner des instructions pour s'y pencher, il dit, je demande au gouvernement d'être inventif et créatif. Ça veut dire qu'il n'a rien dit au gouvernement du tout. Le gouvernement, c'est lui qui doit fixer le cap. Ici, il a les solutions en main. Il a pris l'option militaire. Maintenant, l'option militaire nous amène à la désolation, à ce qui nous arrive là aujourd'hui.
Parce que le diront va vous dire, ah oui, vous êtes pro, si vous êtes pro, il n'y a pas de pro, il faut résoudre le problème. Et c'est lui qui doit amener les gens à la résolution. J'ai entendu, je termine par là, le ministre porte-parole du gouvernement, il interpelle les pays qui abriteraient les dissidents, les ambazoniens. J'ai dit oui, mais là encore, c'est le président de la République qui doit le faire. C'est-à-dire en engageant la DGRE dans les négociations avec ces gens-là, avec en prime ce qui les a empêchés, donc de résoudre ce qui les a empêchés de venir au grand dialogue. C'est-à-dire la sécurité que les choses qui seront dites dans ces négociations, on va les prendre pour dit et on va les appliquer. Très bien. Donc ce sera comme ça qu'on parviendra à liquider l'héritage colonial que nous avons et allons réfléchir comme Camerounais. Merci, bon Bengan Kandji, merci. Je rappelle simplement votre suite qu'en ce qui concerne Garbout, qui est d'ailleurs un récent événement qui a fait parler plus d'un, une enquête a été ouverte, on a eu un communiqué du SGPR, malheureusement, qui a été, dit-on, fait sous la demande du chef de l'État aujourd'hui. Va-t-on encore attendre des mois pour avoir cela? Mais surtout on s'interroge, que fait exactement la Commission nationale des droits et des libertés du Cameroun? Pourquoi cette commission ne se prononce-t-elle pas à la suite de ces attaques connues dans la partie, on va dire, anglophone, à Kumba ce week-end? Madame, Monsieur, merci. À vous de rester des nôtres. Le Cameroun nous appartient et ensemble on va le construire. On n'abdiquera jamais. Consti Lamine, vous nous retrouvez cette fois-ci avec le correcteur de posture. Rebonjour. Bien entendu, rebonjour Michel, rebonjour à nos nombreux téléspectateurs, rebonjour à tous les clients fidèles du concept Salaka, ces clients qui ne cessent de faire confiance à ce concept de communication et de vente en direct sur les antennes d'Equinox Radio et Télévision. Vous ne serez jamais déçus parce que le concept Salaka a pris l'engagement de rester dans la qualité et rien que la qualité. Ah ben oui, ça ne sert à rien d'acheter un article et quelques temps après, on se retrouve en train, c'est-à-dire on se retrouve en difficulté parce qu'on a acheté un article. Donc du côté du magasin 1001 tapis et grâce au concept Salaka, nous mettons l'accent sur la qualité de ce que nous vendons. Nous mettons l'accent sur le prix parce que le prix devrait être à la portée de tout un chacun. Raison pour laquelle de temps en temps, nous faisons des doubles réductions. Oui, nous faisons des doubles réductions du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Et quand on parle d'une double réduction, c'est quoi la double réduction du côté du concept Salaka? Par exemple, le correcteur de posture coûte au prix de promotion 10 000 francs, mais en ce moment, et cela pendant quelques jours encore, vous l'avez à 9 500 francs. Donc 9 500 francs, c'est le prix de la double réduction. Et cette double réduction est valable également sur tous les autres articles du magasin 1001 tapis. Que ce soit sur l'électroménager, que ce soit sur l'informatique, que ce soit sur les accessoires de santé. Alors tout ce qui est vendu au magasin 1001 tapis en ce moment reçoit une véritable double réduction. Parlons des modalités de livraison. Pour ceux qui ont besoin de commander un article au magasin 1001 tapis, il vous suffira tout simplement d'appeler le concept Salaka, d'appeler le magasin 1001 tapis et de passer votre commande. Nous livrons dans tout le Cameroun, dans certains pays africains et même au-delà de l'Afrique. Le concept Salaka vous permet d'avoir un article de qualité. Et parmi ces articles, vous avez bien entendu le correcteur de posture. Oui, comme son nom l'indique, ça permet de corriger votre posture. Le correcteur de posture permet de redresser votre dos. Le correcteur de posture permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou, les douleurs au niveau des épaules, les douleurs au niveau du dos. Le correcteur de posture que j'aime bien appeler correcta de posta permet également de nous prévenir contre le mal de dos. Alors ces avantages se retrouvent sur l'utilisation du correcteur de posture qui est en vente en ce moment au magasin 1001 tapis au prix de 9 500 francs, disponible en deux couleurs, la couleur noire et la couleur blanche, disponible en plusieurs tailles. Vous avez la taille S, la taille L, la taille M, la taille XL et la taille double XL, sans oublier la taille standard. Donc, chers téléspectateurs, les numéros de téléphone, vous les avez. Merci, profitez de cette double réduction et achetez le correcta de posta à 9 500 francs, votre correcta de posta au magasin 1001 tapis. Merci beaucoup, Consti Lamine, et surtout,
Beaucoup de courage également à vous. Madame, Monsieur, on va se quitter. On va se quitter avec justement le regard vers Kumba. On va se quitter avec ces larmes, ces mamans qui pensent que tout à l'heure à midi, elles vont se rendre devant la résidence du gouverneur ici à Douala pour pleurer et demander le retour de la paix. On va se quitter en se demandant si les Camerounais resteront mieux devant une telle situation. On va se quitter encore en regardant les artistes. On va se quitter en regardant les hommes politiques. On va se quitter en regardant la presse camerounaise et nous interroger justement sur sa capacité à réagir. On va se quitter en se regardant dans les yeux en tant que Camerounais. Cher Lamine Bachou, vous tenez absolument à allumer votre bougie. Vous dites justement que cette lumière, vous la faites en l'honneur de ces enfants disparus. Il y en a encore qui sont dans les hôpitaux aujourd'hui. Il y a cette maman qui, dit-on, serait décédée après avoir appris que 4 enfants sont morts. Cette maman qui n'avait pas d'enfant et 11 ans après, elle s'est fait un enfant qui s'appelait Victory, Victoire justement, et que d'aucuns ont choisi justement de tuer. À demain. Cher Lamel, merci. Juste une bougie, madame, messieurs. Faites-en autant chez vous. Nous vous saluons fièrement, n'abandonnons jamais. À demain. Devient la source de nos malheurs. Quand on te fait croire que ta tribu détermine ta valeur. Reçois cette chanson comme cri des détresses, afin que le peu de cœur qui nous reste là disparaisse, afin que les langues et les tribus nous poussent au génocide et qu'on s'enclotue comme chez les autres.